Zoe Callaway se tient dans une cellule du couloir de la mort. L'exécution est prévue à minuit. À l'extérieur, son fidèle berger allemand, Titan, détient des preuves cruciales dans son gilet K9 spécialisé. Les gardes le remarquent. Un gardien de prison blanc lève son arme. Le doigt sur la gâchette. Les derniers mots de Zoé à travers l'interphone. S'il vous plaît, ne tirez pas sur mon chien. Il est le seul à connaître la vérité. Avant de plonger dans cette histoire captivante, j'aimerais savoir d'où vous regardez aujourd'hui. Appuyez sur ce bouton « J'aime » si vous croyez en la justice. Abonnez-vous pour rejoindre notre communauté de conteurs et découvrons ensemble où Titan peut sauver Zoé avant la fin du temps imparti. Zoe Callaway n'aurait jamais imaginé que sa carrière se terminerait par une condamnation à mort. En tant que première femme noire détective de Westwood City à diriger l'unité des crimes majeurs, elle a surmonté des obstacles qui auraient écrasé des esprits moins brillants. L'académie de police avait été son premier aperçu de ce qui l'attendait dans le domaine des forces de l'ordre. Bien qu'elle ait été la première de sa promotion, ses professeurs attribuaient souvent son succès au quota de diversité plutôt qu'à ses compétences et à sa détermination exceptionnelle. Les micro-agressions ont continué tout au long de ses 12 ans de carrière. Des policiers masculins remettant en question ses capacités physiques jusqu'à des collègues blancs l'excluant des rassemblements sociaux. Elle a enduré des insultes racistes chuchotées alors qu'il pensait qu'elle ne pouvait pas entendre, a découvert ses dossiers mystérieusement égarés, et a trouvé des notes désagréables laissées dans son casier. Tout au long de cette épreuve, Zoé a conservé son professionnalisme, laissant son bilan parler de lui-même. 3 distinctions pour son courage, le taux de clôture des dossiers le plus élevé du département, et une réputation d'attention méticuleuse aux détails lui ont valu le respect réticent de la plupart de ses collègues et la loyauté farouche de quelques-uns. Parmi ses principaux soutiens se trouvait Titan, le berger allemand, devenu plus qu'un simple partenaire canin. Zoé l'avait trouvé il y a 2 ans, abandonné et maltraité derrière un entrepôt lors d'une descente de drogue. Quelque chose dans ses yeux bruns intelligents la toucha instantanément. Contre le protocole, elle l'avait ramené chez elle ce soir-là, incapable de supporter l'idée qu'il passe une minute de plus dans le froid. Le dresseur canin du département s'était montré sceptique lorsque Zoé avait demandé à réhabiliter et dresser ce chien traumatisé. Mais Titan s'est avéré exceptionnel. Sa capacité à suivre les pistes olfactives surpassait celle de n'importe quel chien de l'unité. Et son intuition sur les gens semblait presque surnaturelle. Plus d'une fois, Titan avait grogné sur des suspects avant que Zoé n'ait une raison de les considérer comme dangereux. Seulement pour que des preuves prouvent plus tard que l'instinct de son chien était correct. Il dormait à côté de son lit chaque nuit, l'accompagnait dans ses courses matinales, et s'asseyait patiemment à côté de son bureau pendant les nuits tardives, examinant les dossiers où ses collègues l'avaient laissé tomber. Titan lui offrait une loyauté indéfectible. L'affaire qui allait finalement faire dérailler sa vie a commencé, comme beaucoup d'autres, par un appel téléphonique avant l'aube. Le corps de Maxwell Harrington a été découvert dans son luxueux Pentouse, une seule blessure par balle à la tête. En tant que l'un des chefs d'entreprise les plus éminents de la ville et beau-frère du commissaire de police Warren Palmer, l'affaire exigeait une attention immédiate de la part de l'unité des crimes majeurs. Zoé est arrivée sur les lieux avant le lever du soleil, Titan serré consciencieusement à ses côtés. Le Pentouse ne présentait aucun signe d'effraction, ce qui suggérait que Harrington connaissait son meurtrier. La position du corps indiquait qu'il était assis à son bureau lorsqu'il a été abattu, probablement en conversation avec son meurtrier. Alors que Titan faisait le tour de la pièce, s'arrêtant de temps en temps pour renifler des zones particulières avec intérêt, Zoé documentait méticuleusement la scène. C'est lorsqu'elle a examiné l'ordinateur de Harrington que la première incohérence est apparue. Le système montrait une activité jusqu'à 23h42. Cependant, le médecin légiste avait provisoirement estimé l'heure du décès entre 22h et 22h30. Quelqu'un avait utilisé l'ordinateur de la victime après sa mort. Un examen plus approfondi a révélé que plusieurs fichiers avaient été supprimés au cours de cette période. Zoé photographiait une empreinte partielle lorsque le capitaine Gregory Sullivan entra, le visage sombre. « Appelez un mot », ordonna-t-il en désignant le couloir. Une fois dehors, le comportement professionnel de Sullivan a diminué. « Vous êtes retiré de cette affaire avec effet immédiat », déclara-t-il catégoriquement.
La protestation de Zoé fut immédiate. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, je viens de commencer à traiter la scène. Il y a des incohérences qui nécessitent une enquête. » Le visage de Sullivan se durcit. « Ce n'est pas une demande, détective. Le commissaire Palmer a spécifiquement demandé que vous soyez démis de vos fonctions en raison d'un conflit d'intérêts. » Déconcertée, Zoé a insisté pour obtenir des éclaircissements. « Quel conflit ? Je n'ai jamais rencontré Harrington. » Sullivan évita son regard. « Votre historique avec l'entreprise de la victime rend votre implication inappropriée. » Le détective Reynolds prendra le relais. L'explication n'avait aucun sens. Zoé n'avait aucun historique avec Harrington ou ses entreprises, à sa connaissance. Quand elle a essayé d'expliquer cela, Sullivan l'a interrompue. « Ça suffit, Callaway. Rentre à la maison. C'est un ordre. » N'ayant pas le choix, Zoé appela Titan à ses côtés et quitta les lieux. Le berger allemand regarda par-dessus son épaule comme s'il était tout aussi confus par leur envoi. Cette nuit-là, alors qu'elle revoyait ses notes prises pendant son bref passage sur la scène du crime, Zoé ne pouvait se débarrasser du sentiment que quelque chose de plus grand était en jeu. Les incohérences, son renvoi inexpliqué, le malaise évident de Sullivan, tout cela indiquait quelque chose qui allait au-delà d'une simple enquête pour meurtre. Elle venait d'envoyer un SMS à son ancien partenaire, le détective Marcus Rivera, lui demandant s'il savait quelque chose à propos de son prétendu conflit d'intérêts. Lorsque le comportement de Titan changea radicalement. Le chien se reposait à ses pieds, mais soudain, il se mit en alerte. Les poils se hérissèrent, émettant un grognement bas et menaçant vers la porte d'entrée. Avant que Zoé ne puisse réagir, la porte s'ouvrit avec une force explosive et une douzaine d'officiers en tenue tactique prirent d'assaut son salon. Armes pointées directement sur sa tête. La dernière chose qu'elle vit avant d'être forcée de se mettre face contre terre fut Titan se précipitant de manière protectrice vers les intrus. Pour être ensuite frappé avec une matraque et muselé par un officier qui semblait préparé spécifiquement à la présence du chien. L'arrestation fut effectuée avec une force excessive révélant des préjugés profondément enracinés. Bien qu'elle n'ait opposé aucune résistance, Zoé fut projetée contre le mur de son propre salon, sa joue droite pressée si fort contre le plâtre qu'elle eut un goût de sang. « Zoé Callaway, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Maxwell Harrington », annonça le capitaine Sullivan, lui passant personnellement les menottes au poignet avec une tension inutile. Alors que d'autres agents fouillaient sa maison, Sullivan se pencha vers elle, sa bouche près de son oreille. « J'ai toujours pensé que tu étais trop prétentieuse pour ton bien », murmura-t-il avec une insulte raciste qui lui noua l'estomac. « J'imagine que tu as oublié ta place. » Il se redressa aussitôt lorsqu'un autre agent s'approcha, caméra. « Existe-t-il réellement dans notre système judiciaire actuel ? Commentez d'abord si vous pensez que les services de police protègent parfois leurs propres intérêts au détriment de la vérité, ou si vous pensez que ce genre de complot n'existe que dans la fiction. Aimez cette vidéo si vous espérez que Titan trouvera un moyen de sauver Zoé de ce cauchemar. Abonnez-vous pour suivre cette histoire de justice et de corruption jusqu'à sa conclusion choquante. Zoé est désormais enfermée en sécurité maximale et les preuves s'accumulent contre elle. Quelle chance a-t-elle face à des forces puissantes déterminées à la réduire au silence ? La découverte de Jason et Elena suffira-t-elle à démêler le complot ? Ou deviendront-ils eux-mêmes des cibles, pour avoir aidé Titan ? Quelles informations peuvent bien se cacher sur cette mystérieuse clé USB qui inquiète tant le capitaine Sullivan ? La protection par mot de passe de la clé USB s'est avérée d'une résistance frustrante. Jason a essayé toutes les combinaisons possibles concernant Zoé Callaway, de son numéro de badge à sa date de naissance, sans succès. Eleanor a suggéré de contacter une personne plus experte techniquement, recommandant notamment Marcus Rivera, l'ancien partenaire de Zoé, récemment transféré à la division de la cybercriminalité. Localiser Rivera sans attirer l'attention exigeait de la prudence, compte tenu de l'influence apparente de ceux qui ciblaient Zoé. Lucia a fourni le lien crucial, organisant une rencontre fortuite dans un café fréquenté par des policiers de différents commissariats. Ria a semblé immédiatement méfiante lorsqu'on l'a abordée, mais s'est adoucie en voyant Titan, une inquiétude sincère perçant sa réserve professionnelle.
Je savais que quelque chose clochait dans toute cette affaire, a admis Rivera une fois qu'ils ont été transférés sous la sécurité de l'atelier de réparation automobile de son frère, où la surveillance était peu probable. La mention du nom de Harrington par Zoé n'avait aucun sens. Elle m'en avait parlé par SMS juste avant son arrestation. Le spécialiste en technologie a examiné la clé USB à l'aide de techniques sophistiquées. Un logiciel de décryptage a été utilisé sur son ordinateur portable personnel plutôt que sur les ressources du service. Le piège de Zoé pensait que la technologie policière conventionnelle traiterait les preuves, a expliqué Rivera pendant que les algorithmes tournaient. Il ne prenait pas en compte l'analyse indépendante. Après plusieurs heures, le disque dur a finalement rendu son contenu, révélant des dossiers et des dossiers de documentation minutieuse. Zoé menait apparemment une enquête privée depuis des mois, cataloguant les incohérences dans les acquisitions d'immobilières dans les quartiers majoritairement noirs de Westwood. Des entreprises aux structures de propriété opaques avaient systématiquement acheté des propriétés saisies à des prix anormalement bas, souvent en suivant des pratiques bancaires douteuses qui accéléraient les saisies dans certains quartiers. Ces propriétés, ensuite reclassées pour un usage commercial, ont enregistré des hausses de valeur spectaculaires, les contrats de développement étant systématiquement attribués à Harrington Enterprises et à ses filiales. Le plus inquiétant était le harcèlement ciblé dont faisaient l'objet les propriétaires refusant de vendre, notamment des menaces anonymes, des actes de vandalisme et, dans plusieurs cas, des arrestations sur la base d'accusations fabriquées de toutes pièces, contraignant les familles à des frais de justice inabordables. Le point commun entre ces incidents était l'implication de certains agents, dont le capitaine Sullivan, dans l'exécution de mandats douteux ou dans des interpellations de routine. Les propriétaires réfractaires ont été touchés de manière disproportionnée. Plus profondément, les dossiers financiers faisaient état de versements substantiels de sociétés écrans vers des comptes offshore liés à plusieurs responsables de Westwood, dont le juge Wilson, le procureur Preston et, fait inquiétant, le commissaire de police Palmer lui-même. Titan, apparemment impatient au cours de leur enquête numérique, les a conduits à plusieurs reprises vers des lieux de la ville liés aux activités commerciales de Harrington. La découverte la plus significative a eu lieu dans un entrepôt abandonné, apparemment voué à la démolition. À l'intérieur, derrière de faux murs que Titan savait, d'une manière ou d'une autre, signalés par des écoulements constants, ils ont découvert des équipements de surveillance surveillant les réunions communautaires avoisinantes et des systèmes de cartographie sophistiqués permettant de suivre les acquisitions immobilières dans les quartiers historiquement noirs de Westwood. Des documents laissés négligemment dans un tiroir de bureau ont révélé ce que le groupe a commencé à appeler l'initiative de réclamation, un plan systématique visant à déplacer des communautés noires établies de longue date vers des développements résidentiels et commerciaux de luxe. Pendant ce temps, Zoé naviguait dans l'environnement hostile de la prison d'État avec une prudence stratégique. Son expérience dans les forces de l'ordre faisait d'elle une cible de choix, mais lui a également permis de mieux comprendre le fonctionnement de l'établissement. Elle a identifié les structures de pouvoir informelles parmi les détenus et s'est subtilement positionnée comme ni une menace ni une victime, collectant des informations en paraissant inoffensives à ceux qui, autrement, éviteraient la conversation. Grâce à une observation attentive et à des échanges calculés dans la buanderie, où les conversations pouvaient avoir lieu malgré le bruit industriel, Zoé a découvert 3 autres détenus dont la situation était étonnamment similaire. Tous étaient des personnalités influentes de la communauté qui s'étaient opposées à des projets de développement dans leur quartier. Tous affirmaient avoir été piégés grâce à des preuves fabriquées de toutes pièces et avaient tous été poursuivis avec acharnement par le procureur Preston, sous la présidence du juge Wilson. Carmela Jenkins, ancienne présidente du conseil communautaire du district de Riverside, a raconté comment les preuves contre elle étaient apparues comme par magie après avoir mené des manifestations contre les réévaluations de la taxe foncière affectant de manière disproportionnée les propriétaires noirs. Jackson Washington, propriétaire d'un commerce local, a raconté avoir été arrêté pour possession de drogue alors qu'il n'en avait jamais consommé, suite à son opposition virulente au rezonage qui menaçait le salon de coiffure familial tenu par 3 générations. Sarah Thompson, avocate spécialisée dans le droit au logement, a relaté des allégations de subornation de jury dans son affaire de détournement de fonds après avoir intenté des recours collectifs contre des pratiques de prêts abusifs ciblant les propriétaires noirs âgés. Le brevet a confirmé les soupçons de Zoé selon lesquels son affaire ne représentait qu'un élément d'un système plus vaste. Un événement inattendu s'est produit au cours de la 3e semaine de détention de Zoé.
Une perturbation apparemment orchestrée a éclaté dans la cour de la prison, attirant les gardes dans une zone, laissant Zoé isolée et vulnérable. 3 détenus armés d'armes improvisées l'ont encerclée dans ce qui ressemblait manifestement à une tentative d'assassinat coordonné. Alors que le premier agresseur s'élançait, une autre détenue est intervenue avec une habileté surprenante, neutralisant la menace immédiate tout en créant une ouverture permettant à Zoé de se défendre contre les autres. Cette intervention a sauvé la vie de Zoé, bien que les 2 femmes aient subi des blessures nécessitant des soins médicaux. À l'infirmerie de la prison, la sauveuse inattendue de Zoé s'est présentée comme Vanessa Douglas, une ancienne avocate spécialisée dans les droits civiques, condamnée pour subornation de témoins présumés. « J'ai reconnu un piège quand j'en ai vu un », a expliqué Vanessa à voix basse, vérifiant la présence d'appareils de surveillance avant de poursuivre. J'ai représenté des clients contre Harrington Enterprises avant que des preuves n'apparaissent mystérieusement, montrant que j'aurais soi-disant coaché des témoins. Cela vous rappelle quelque chose ? Leur conversation a révélé que Vanessa avait monté son propre dossier depuis la prison, recueillant les déclarations de détenus également ciblés après s'être opposés à divers aspects du projet de rénovation urbaine de Westwood. La conspiration semblait plus vaste que Zoé elle-même ne l'avait soupçonné, suggérant des efforts coordonnés entre plusieurs systèmes, notamment les banques, l'immobilier, les forces de l'ordre et les procédures judiciaires, tous œuvrant de concert pour éliminer systématiquement toute opposition au programme de réaménagement. Alors qu'ils comparaient leurs notes, un responsable de la prison annonça par interphone que la date du procès de Zoé avait été avancée pour des raisons de sécurité publique, la sélection du jury devant commencer dans seulement 2 semaines, au lieu des mois d'attente habituels. Ce calendrier accéléré suggérait une pression accrue de la part de forces extérieures, témoignant peut-être de leur prise de conscience croissante de l'accumulation des preuves contre eux. Le temps pressait dangereusement. Titan continua d'utiliser son incroyable talent pour mener l'équipe grandissante d'alliés vers des preuves cruciales. L'intelligence du berger allemand se manifesta d'une manière qui les laissa parfois s'interroger sur les limites de la cognition canine, car il identifiait systématiquement des lieux, des individus et même des documents précis permettant de démêler la conspiration. Jason remarqua qu'il semblait parfois que Titan comprenait non seulement les ordres, mais aussi les concepts. Une hypothèse coque. Alors que les préparatifs de l'infiltration du gala avançaient, le procès de Zoé se poursuivait, les témoins à charge déposant des témoignages manifestement répétés. Le récit construit contre elle devenait de plus en plus élaboré, suggérant non seulement des opportunités et des moyens, mais aussi la fabrication d'un mobile entièrement fictif impliquant des tensions raciales entre elle et Harrington. L'accusation affirmait que Zoé s'était opposée au projet de développement d'Harrington précisément parce qu'ils amélioreraient des quartiers méconnaissables, insinuant une opposition raciste au développement communautaire plutôt que des préoccupations légitimes concernant les déplacements et l'exploitation. Cette caractérisation s'avéra particulièrement efficace auprès d'un jury exclusivement blanc, plusieurs membres hochant la tête en signe d'accord malgré l'absence de preuves tangibles, à l'exception de SMS manifestement manipulés. Dans une tentative désespérée de contrer l'élan de l'accusation, les alliés de Zoé mirent en œuvre leur plan le plus audacieux. Vanessa perturba minutieusement le quartier administratif de la prison, permettant à Zoé de s'entretenir pendant 30 secondes sans surveillance avec un gardien dont la famille avait disparu dans un ancien projet de développement d'Harrington. « Trouvez Helena Washington », murmura Zoé avec urgence. « Dites-lui de chercher le journal de Palmer et son coffre-fort dans le bureau personnel du commissaire. » Ce message cryptique, fondé sur des fragments entendus par Zoé lors de son arrestation, représentait leur piste la plus prometteuse pour trouver des preuves documentaires susceptibles de contrer le dossier fabriqué contre elle. À l'approche des délibérations du jury, la couverture médiatique présentait de plus en plus l'issue du procès comme une certitude. Les stations locales, liées à plusieurs membres de la fondation, dépeignaient Zoé comme une criminelle calculatrice plutôt que comme une officier décorée. Le commissaire Palmer exprimait régulièrement sa profonde déception face à l'ancien recrutement de la police pour des raisons de diversité, sapant délibérément ses qualifications et ses réalisations par sa terminologie. Face à cette diffamation coordonnée, les efforts de l'équipe pour découvrir des preuves à décharge se heurtaient à de multiples obstacles. Le délai se mesurait en heures plutôt qu'en jours. Un reportage de dernière minute interrompit la diffusion régulière par une annonce urgente de sécurité publique décrivant l'observation de Titan près du palais de justice.
Ce reportage autorisa le contrôle animalier et la police à prendre toutes les mesures nécessaires à la protection du public, y compris l'usage de la force létale contre le berger allemand. Quelques minutes plus tard, une alerte à la bombe anonyme força l'évacuation du palais de justice, créant un chaos qui sépara temporairement les jurés de l'environnement soigneusement contrôlé maintenu par le juge Wilson. Dans cette confusion artificielle, les membres de la fondation échangèrent des regards inquiets, leur assurance jusque-là confiante laissant apparaître les premières lueurs d'incertitude, tandis que les événements extérieurs déviaient de leur plan méticuleusement orchestré. Le calendrier accéléré de la fondation pour la condamnation de Zoé révélait son lien avec le vote du conseil municipal sur l'initiative pour la prospérité de Westwood, prévu seulement 48 heures après la délibération du jury. Des documents récupérés dans les disques durs secrets d'Elia révélèrent que l'initiative constituait un cadre juridique permettant des saisies massives de biens dans 5 quartiers historiquement noirs, grâce à des dispositions d'expropriation manipulées. Le plan nécessitait l'autorisation de certains responsables, dont le commissaire Palmer et le procureur Preston, qui seraient tous deux poursuivis si les preuves de Zoé parvenaient aux autorités compétentes avant leur mise en œuvre. Cette découverte expliquait la rapidité sans précédent des procédures judiciaires engagées contre elle, rendant urgentes les contre-mesures de l'équipe. Les préparatifs pour infiltrer le gala exclusif de la Fondation s'intensifièrent malgré l'escalade des risques. Jason obtint des accréditations du personnel de service par l'intermédiaire d'un ancien collègue du contrôle animalier, dont la sœur travaillait pour l'entreprise de restauration. Lucia, grâce à sa formation policière, utilisa son badge, qui, malgré sa démission, restait techniquement actif dans les systèmes du département en raison de retards administratifs. Tous deux portaient des appareils d'enregistrement dissimulés, fabriqués par Marcus à partir de composants intraçables. Pour leur équipe, Eleanor coordonna les efforts depuis un lieu sécurisé, maintenant la communication via des canaux cryptés tout en surveillant les fréquences de la police pour détecter d'éventuelles menaces. Pendant ce temps, Titan continuait d'échapper à la traque menée par toute la ville, ses mouvements suggérant une stratégie délibérée plutôt qu'un simple instinct de survie. Le berger allemand mena Ruth à une découverte surprenante dans le chalet de chasse rarement utilisé du capitaine Sullivan, à 64 km des limites de la ville. Cachés sous des planches détachées, ils découvrirent ce qui semblait être l'arme du crime utilisée contre Harrington, portant un numéro de série correspondant à une arme à feu enregistrée comme détruite dans les archives du département 3 ans plus tôt. Des documents à proximité détaillaient le rôle de Sullivan en tant que principal homme de main de Harrington, mettant en œuvre un harcèlement ciblé contre les figures d'opposition communautaire, incluant des instructions pour fabriquer des preuves contre des individus spécifiques ayant résisté à l'intimidation. Plus important encore, ils trouvèrent un guide procédural détaillé pour piéger Zoé, incluant des méthodes de manipulation des preuves afin de contrer son souci exceptionnel du détail et la rigueur de son enquête. Cette précision suggérait une planification minutieuse avant le meurtre de Harrington, indiquant que l'élimination de Zoé avait été prédéterminée quelles que soient les circonstances, soulevant de nouvelles questions quant aux raisons justifiant des mesures aussi extraordinaires. Alors que l'infiltration planifiée se poursuivait, la catastrophe frappa, les preuves d'Elia, précédemment sécurisées, disparurent soudainement de leur lieu de repli, suivies immédiatement par la libération suspecte d'Elia malgré un refus antérieur de mise en liberté sous caution. Ces développements suggéraient une fuite d'informations au sein de leur cercle grandissant, imposant des protocoles de sécurité radicaux et l'isolement immédiat des membres de l'équipe pour éviter toute compromission en cascade. Cette précaution s'avéra opportune lorsque Lucia découvrit des dispositifs de surveillance récemment installés dans sa résidence temporaire, confirmant que la Fondation avait identifié au moins certains membres de l'équipe. Forte de sa formation policière, Lucia créa de fausses pistes électroniques, suggérant que leurs opérations s'étaient déplacées vers la banlieue nord de Westwood, une tromperie assurant une sécurité opérationnelle essentielle à leur véritable plan. À la prison d'État, l'état de Zoé se détériora rapidement. Suite à un accès de colère au tribunal, les autorités mirent en place des restrictions renforcées, officiellement qualifiées de mesures anti-suicide, malgré l'absence de signes révélant une telle tendance. Cette classification limita ses déplacements, l'isola du reste de la population, y compris Vanessa, et la soumit à une surveillance constante empêchant toute communication non supervisée. Le timing, précédant immédiatement la délibération du jury, visait clairement à garantir qu'elle ne puisse pas transmettre d'informations supplémentaires à des alliés extérieurs avant le verdict.
Lors des plaidoiries finales de l'accusation, le procureur Preston présenta un récit exhaustif, dépeignant Zoé comme une meurtrière calculatrice, motivée par une animosité raciale envers les figures d'autorité blanches, soulignant notamment sa prétendue opposition au projet d'amélioration du quartier. Cette caractérisation inversa les rapports de force et les motivations raciales, projetant les préjugés de la Fondation sur leurs victimes par une manipulation psychologique magistrale. Lorsque Martin Glay présenta sa plaidoirie finale, évitant toute contestation substantielle des preuves ou la qualification de l'accusation, Zoé comprit que l'incompétence apparente de l'avocat commis d'office ne résultait pas d'une simple incapacité, mais d'un sabotage délibéré. Cette reconnaissance arriva trop tard, le juge Wilson ayant immédiatement fait passer l'affaire en phase de délibération du jury, sans autoriser les requêtes habituelles de la défense. Pendant la mise sous séquestre du jury, Lucia accéda aux images de surveillance non modifiées de l'immeuble de Harrington par l'intermédiaire d'un ancien camarade de classe de l'académie travaillant au service technique. Les enregistrements contredisaient les preuves à charge, montrant l'entrée du capitaine Sullivan dans le Pentouse à une heure différente du meurtre réel, ce qui contredisait directement son témoignage sous serment. Ces preuves cruciales devaient être immédiatement transmises aux autorités favorables à la cause, notamment à l'agent du FBI Teresa Rodriguez, qui avait précédemment enquêté sur des allégations de corruption au sein du département. Cependant, le système judiciaire et policier semblait compromis, avec des fuites régulières de leurs communications interceptées par des agents doubles infiltrés. Finalement, le verdict tomba, coupable sur tous les chefs d'accusation. Le silence tomba dans la salle d'audience, à peine brisé par les pleurs étouffés de Vanessa, tandis que Zoé, impassible, fixait l'horizon, consciente que la bataille pour la vérité ne faisait que commencer. Les ramifications politiques et sociales de cette condamnation résonneraient bien au-delà de la salle d'audience, une véritable mise en garde contre le pouvoir des élites manipulant la justice. Un examen impossible dans des circonstances normales. Dans la salle de préparation adjacente à la chambre d'exécution, le personnel médical de la prison commença à exprimer ses inquiétudes face aux violations de procédures et à l'attention croissante venue de l'extérieur. Leur responsabilité professionnelle, auparavant protégée par un processus systématique, se retrouvait soudainement exposée à un examen dépassant le contrôle de la Fondation, créant des décisions éthiques individuelles auparavant subordonnées à l'autorité institutionnelle. Des drogues furent préparées. L'administrateur Phillips eut enfin accès aux preuves fournies par Titan, confrontant la documentation irréfutable d'une conspiration s'étendant à l'ensemble du système judiciaire et autorisant soi-disant la mise en œuvre de l'exécution. La crise de conscience qui s'ensuivit se manifesta précisément au moment où arriva l'ordre d'injection létale du juge Wilson, créant un moment crucial où l'autorité institutionnelle contredisait directement les principes fondamentaux de justice censés sous-tendre le système lui-même. Minuit approchait avec une précision impitoyable tandis que Zoé était attachée au brancard d'exécution, les lumières fluorescentes institutionnelles projetant des ombres dures sur la chambre stérile. À l'extérieur des murs de la prison, des forces opposées se mobilisaient dans des efforts désespérés pour influencer l'issue du procès. L'agent Rodriguez, après avoir obtenu l'autorisation d'une intervention fédérale, dut faire face à des obstacles stratégiques mis en place par l'influence des fondations au sein des systèmes bureaucratiques. Les points de contrôle de police, établissant un périmètre de sécurité publique autour de l'installation, retardèrent efficacement les agents fédéraux envoyés avec des ordres d'intervention. Les organisations médiatiques, diffusant des informations sur la situation en développement, reçurent simultanément des communications menaçantes des autorités de régulation, invoquant des dispositions obscures de sécurité nationale pour justifier la suspension immédiate de leur diffusion. La planification d'urgence de la Fondation révéla son influence considérable sur des systèmes soi-disant indépendants, conçus précisément pour empêcher une telle corruption coordonnée. À l'intérieur de la prison, l'administrateur Phillips fut confronté à une crise éthique sans précédent après examen des preuves fournies par Titan. La documentation établit une conspiration au-delà de tout doute raisonnable, créant un conflit direct entre ses obligations professionnelles et les principes fondamentaux de justice. Ces 34 années dans le système correctionnel ne l'avaient jamais placé face à une situation où les procédures institutionnelles facilitaient aussi clairement une injustice irréversible. Phillips ordonna de retarder la mise en œuvre, en attendant la vérification des documents. Sa voix trahissait un conflit intérieur.
Cette instruction rencontra une résistance immédiate de la part du superviseur d'exécution, qui cita l'autorité directe du commissaire Palmer, à travers un ordre d'urgence signé par le gouverneur Bennett, un autre lien jusque-là inconnu avec la Fondation. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, ces documents semblent potentiellement falsifiés », suggéra nerveusement le superviseur, jetant un regard vers les caméras de surveillance. « Il semble prudent de procéder selon le protocole standard, compte tenu des circonstances. » Phillips reconnut la menace implicite derrière cette observation, garantissant la conformité par des conséquences professionnelles dépassant la situation actuelle. Il restait 23 minutes avant minuit. Les membres fondateurs occupaient encore des postes sûrs dans la section administrative de l'établissement. Le commissaire Palmer supervisait personnellement la procédure via un flux vidéo dédié, spécialement établi pour l'exécution. Le capitaine Sullivan coordonnait le personnel de sécurité, assurant l'isolement entre la chambre d'exécution et les sources potentielles d'intervention, neutralisant systématiquement toute tentative de communication extérieure. Le procureur de district Preston restait en contact avec les bureaux judiciaires, prêt à contrer toute intervention légale par des mécanismes conçus pour empêcher toute suspension d'exécution de dernière minute. Leur confiance reposait sur des décennies de mise en place de protection systémique contre la responsabilité. Pendant ce temps, Marcus lançait une intervention technologique désespérée, attaquant méthodiquement l'infrastructure de communication de la prison via des vulnérabilités identifiées lors d'enquêtes précédentes. Les défaillances intermittentes provoquèrent une confusion dans les protocoles de sécurité, créant temporairement des lacunes que Rodriguez exploita pour transmettre directement la documentation d'intervention fédérale à plusieurs responsables pénitentiaires, contournant ainsi efficacement le blocus institutionnel de la Fondation. Il restait 14 minutes. À l'extérieur, les manifestants, jusque-là dispersés, reçurent un renfort inattendu alors que des organisations communautaires répondaient à la couverture médiatique émergente. La foule grandissante incluait des chefs religieux, des militants des droits civiques et des citoyens ordinaires choqués par les irrégularités de procédure, de plus en plus visibles grâce aux reportages en temps réel. Leur présence attira une attention médiatique supplémentaire, fragilisant encore davantage l'isolement privilégié par la Fondation lors de la mise en œuvre. La visibilité publique imposa un examen sans précédent du processus, conçu précisément pour éviter une surveillance significative lors des moments critiques. À l'intérieur de la chambre d'exécution, le personnel médical commença à exprimer des inquiétudes professionnelles concernant le calendrier précipité et les anomalies procédurales. Le médecin principal, chargé d'examiner les antécédents médicaux de Zoé dans le cadre du protocole, identifia des divergences inquiétantes dans la documentation, suggérant une falsification au-delà des procédures standards. Ces enregistrements semblent incompatibles avec les modèles établis, fit-elle remarquer à ses collègues, la terminologie institutionnelle masquant à peine des préoccupations fondamentales sur la légitimité du processus dans son ensemble. La discussion procédurale qui s'ensuivit consomma de précieuses minutes, tandis que les considérations éthiques, jusque-là supprimées par l'autorité institutionnelle, refaisaient surface dans le jugement professionnel individuel. Il restait 9 minutes. Quelque part au sein de l'infrastructure étendue, Titan poursuivait ses mouvements méthodiques, défiant la compréhension conventionnelle des capacités canines. Le personnel de sécurité suivant ses progrès signala des comportements suggérant une stratégie délibérée, plutôt que des réponses instinctives, créant des diversions, détournant des ressources de la zone d'exécution, tout en pénétrant systématiquement plus profondément dans les sections restreintes. Le comportement de cet animal n'est pas naturel, rapporta l'agent Mitchell via le canal de sécurité. C'est presque comme s'il comprenait l'agencement des installations et les protocoles de sécurité. Cette observation déclencha une réponse immédiate de Sullivan, terminer la cible immédiatement après confirmation visuelle. Considérer la démonstration des capacités comme la principale menace. La préoccupation extraordinaire concernant Titan allait bien au-delà de la possession de preuves, s'étendant à quelque chose de fondamental chez le berger allemand lui-même. Il restait 5 minutes. L'administrateur Phillips, aux prises avec ses obligations professionnelles et son conflit d'impératifs éthiques, reçut simultanément des communications des autorités fédérales et de la direction de la Fondation. La documentation fédérale décrivait des violations constitutionnelles tout au long des poursuites contre Zoé, suffisamment graves pour justifier une suspension immédiate de la mise en œuvre en attendant un examen.
L'instruction contre mandat du commissaire Palmer cita les limitations juridictionnelles des installations, empêchant une intervention fédérale sans autorisation spécifique du gouverneur, affirmant ainsi la primauté de l'autorité de l'État lors de la mise en œuvre. Ce conflit d'autorités institutionnelles créa une paralysie professionnelle au moment même où les médicaments d'exécution étaient prêts. Il restait 3 minutes dans la chambre d'exécution. Zoé conserva un sang-froid remarquable malgré les circonstances. Lorsqu'on lui offrit la possibilité d'une déclaration finale, elle s'adressa calmement au nombre minimal de témoins, ciblant non pas sa situation personnelle, mais les problèmes systémiques. Aujourd'hui, nous ne sommes pas témoins de la justice, mais de l'élimination systématique de l'opposition aux intérêts puissants qui détruisent les communautés noires. Elle rappela que cette exécution ne représentait pas la justice pénale, mais un moyen de faire taire une vérité dérangeante. Sa déclaration, enregistrée malgré les objections de la Fondation, entra dans les archives publiques alors que l'agent Williams commençait la préparation des lignes intraveineuses. Il restait 1 minute. Dans toute l'installation, des systèmes apparemment sans lien subirent simultanément des pannes suivant un schéma coordonné, suggérant une intervention technologique au-delà des capacités de Marcus. L'éclairage de secours s'activa. Les systèmes de portes de sécurité déclenchèrent des verrouillages inattendus. Les communications connurent des défaillances sur plusieurs canaux. La confusion ainsi créée paralysa les réponses institutionnelles, non par intervention spécifique, mais par un dysfonctionnement généralisé. Phillips, recevant la confirmation de l'intervention fédérale via des canaux sécurisés authentifiés, émit finalement un ordre de suspension de la mise en œuvre avec 23 secondes restantes avant la première injection. L'instruction rencontra la résistance du superviseur de l'exécution, mais le flux vidéo montra l'influence directe du commissaire Palmer donnant son aval à la suspension temporaire. Finalement, l'aiguille s'arrêta avant de percer la veine. Identification des disparités de modèles. Dans l'ensemble des processus judiciaires, la mise en place efficace de systèmes d'alerte précoce et la détection des préjugés systématiques avant qu'ils n'aboutissent à des condamnations injustifiées sont essentielles. Plus important encore, un financement substantiel soutient les programmes de rétention communautaire dans les quartiers historiquement noirs ciblés par le déplacement économique, en établissant des ressources financières, en contrebalançant les pressions institutionnelles qui forçaient auparavant les transferts de propriété par une détresse économique artificielle. Titan a reçu une reconnaissance officielle au-delà du statut d'animal d'assistance, avec une évaluation scientifique confirmant des capacités cognitives dépassant la compréhension conventionnelle de l'intelligence canine. Des recherches suggèrent qu'un programme d'amélioration expérimentale mené au sein du service de police 5 ans plus tôt pourrait avoir produit des résultats inattendus, dépassant les paramètres originaux, établissant efficacement des capacités cognitives transcendant l'intelligence animale typique, sans créer de documentation complète. Indépendamment des mécanismes spécifiques, les capacités démontrées de Titan en matière de résolution de problèmes, sa compréhension apparente de concepts complexes et sa capacité de planification à long terme apparemment ciblée ont suscité un intérêt scientifique significatif, au-delà des implications immédiates du cas. La transformation de la communauté de Westwood se poursuit grâce à une réforme institutionnelle systématique, qui s'étend au-delà des conséquences spécifiques à chaque cas. Les organisations de défense des droits civiques ont utilisé la documentation d'une enquête fédérale pour établir un décret de consentement exigeant une surveillance complète de l'ensemble du système judiciaire, créant ainsi des mécanismes de responsabilité empêchant de futures conspirations similaires. Les programmes de développement économique nécessitent désormais des éléments de rétention communautaire garantissant que les résidents existants bénéficient des améliorations du quartier, plutôt que d'être confrontés à un déplacement systématique. Les réglementations bancaires s'attaquent spécifiquement aux écarts dans les modèles de prêt, qui facilitaient auparavant les transferts de propriété par le biais d'une pression financière artificielle. Ces changements systémiques représentent potentiellement une justice plus significative que des poursuites individuelles, visant à lutter contre le potentiel de discrimination structurelle plutôt que de simplement punir des cas spécifiques. Pour Zoé personnellement, la justification professionnelle est arrivée grâce à la réintégration avec restauration complète du grade et une reconnaissance substantielle du préjudice subi. Plutôt que de revenir à son poste précédent, elle a toutefois créé une unité d'enquête spécialisée, se concentrant sur les condamnations potentiellement injustifiées dans toute la région,
en tirant parti de son expérience personnelle pour identifier les vulnérabilités procédurales nécessitant un examen approfondi. L'unité examine spécifiquement les cas impliquant des défenseurs de la communauté s'opposant à des projets de développement, en analysant systématiquement la collecte de preuves, les méthodologies de poursuite et les procédures judiciaires, à la recherche de modèles suggérant une mauvaise conduite potentielle au-delà des faits individuels. Titan continue de servir aux côtés de Zoé, bien qu'avec un rôle considérablement élargi, reconnaissant des capacités démontrées au-delà des paramètres conventionnels des animaux d'assistance. Leur partenariat, transformé par une expérience de survie partagée, représente un témoignage vivant des vulnérabilités du système judiciaire tout en démontrant simultanément une résilience potentielle grâce à une intervention appropriée. Leurs apparitions publiques soutenant des initiatives de réforme de la justice offrent une représentation visuelle puissante, reliant des préoccupations procédurales abstraites à un impact personnel immédiat, humanisant efficacement les problèmes systémiques grâce à un accès narratif spécifique. Le démantèlement des infrastructures de la Fondation se poursuit grâce à une enquête en cours, au-delà des poursuites initiales. Les dossiers financiers obtenus grâce à l'intervention fédérale ont révélé des liens opérationnels s'étendant à travers plusieurs juridictions, suggérant des mécanismes similaires fonctionnant potentiellement dans des communautés adjacentes sans intervention comparable. Le groupe de travail multijuridictionnel qui en résulte continue d'identifier les conspirations potentielles en utilisant des méthodologies établies par l'enquête de Westwood, empêchant ainsi des injustices similaires avant qu'elles n'atteignent le stade de mise en œuvre. Le plus important est peut-être que les membres de la communauté précédemment ciblée ont bénéficié d'une suppression complète de leur casier judiciaire, suite à des condamnations injustifiées résultant des activités de la Fondation. Carmela Jenkins a repris son poste de dirigeante communautaire avec une amélioration substantielle de la crédibilité institutionnelle grâce à cette justification. Jackson Washington a reçu un soutien pour la restauration de son entreprise intergénérationnelle, injustement démantelée par une application sélective. Sarah Thompson est revenue à la pratique juridique avec une autorité renforcée pour lutter contre la discrimination systématique dans les systèmes de logement. Ces restaurations individuelles représentent une justice au-delà de la reconnaissance procédurale, rétablissant efficacement le leadership communautaire précédemment ciblé précisément en raison de son efficacité à s'opposer à la discrimination systématique. Lors d'une cérémonie de restauration communautaire marquant la conversion de l'ancien siège de la Fondation en propriété communautaire, un incident inattendu a révélé un danger persistant malgré une apparente neutralisation de la conspiration. Le commissaire Palmer, ayant obtenu une libération temporaire en attendant son procès grâce à des manœuvres juridiques complexes, s'est présenté à des rassemblements publics en périphérie avec une arme dissimulée et une intention apparente d'assassinat. Avant sa mise en œuvre, Titan détectait sa présence malgré une distance importante et une dissimulation délibérée, alertant le personnel de sécurité grâce à un comportement d'indication entraîné. L'intervention qui en a résulté a permis d'éviter une tragédie potentielle tout en établissant simultanément une menace continue, nécessitant une vigilance constante malgré les progrès de la réforme institutionnelle. La réflexion personnelle de Zoé sur l'expérience met l'accent sur la vulnérabilité systématique plutôt que sur la justification individuelle, réorientant constamment le récit personnel vers des implications institutionnelles nécessitant une attention continue au-delà de la résolution de cas spécifiques. Les systèmes judiciaires restent vulnérables à la subversion systématique lorsque la responsabilité se concentre au sein d'institutions connectées. Elle le souligne fréquemment lors de présentations publiques. La transparence représente une protection essentielle qui nécessite un renforcement constant par le biais de mécanismes de surveillance délibérés, plutôt que de supposer une autocorrection institutionnelle. Cette perspective transforme le traumatisme personnel en motivation de réforme systémique, tirant efficacement parti de l'expérience individuelle pour renforcer l'architecture judiciaire plus large. La transformation s'étend au-delà de la neutralisation spécifique des conspirations vers une reconceptualisation fondamentale concernant la reconnaissance de la vulnérabilité du système judiciaire, empêchant potentiellement des mécanismes futurs similaires grâce à une sensibilisation accrue dans l'ensemble des cadres institutionnels. Les capacités extraordinaires de Titan continuent de susciter un intérêt scientifique au-delà des implications immédiates des cas, des recherches suggérant un développement cognitif potentiel auparavant considéré comme impossible dans le cadre de la compréhension conventionnelle.
Les capacités démontrées du berger allemand en matière de résolution de problèmes, sa compréhension conceptuelle apparente et sa capacité de planification ciblée représentent une découverte scientifique importante, au-delà des implications du système judiciaire. La recherche continue d'examiner les facteurs d'amélioration potentiels tout en établissant simultanément des cadres éthiques, garantissant une prise en compte appropriée des capacités cognitives au-delà de la compréhension animale conventionnelle. Le partenariat continu entre Zoé et Titan représente un témoignage vivant de la vulnérabilité du système judiciaire et de sa résilience potentielle grâce à une intervention appropriée. Leurs apparitions publiques soutenant des initiatives de réforme offrent un lien visuel puissant entre des préoccupations procédurales abstraites et un impact personnel immédiat, humanisant efficacement les problèmes systémiques grâce à un accès narratif spécifique. Leur expérience partagée de transformation, à la fois individuelle et systémique, démontre une transcendance potentielle au-delà de la corruption grâce à une recherche persistante de la vérité malgré une opposition écrasante. Le récit qui en résulte continue d'inspirer les défenseurs de la réforme dans tous les systèmes judiciaires du pays, établissant un exemple puissant concernant à la fois la reconnaissance de la vulnérabilité et le potentiel d'intervention dans des institutions similaires. Avez-vous déjà vécu ou été témoin d'injustice dans votre propre communauté? J'aimerais entendre vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. La justice a-t-elle finalement été rendue ou pensez-vous qu'il existe encore des barrières institutionnelles empêchant une véritable responsabilisation? Aimez cette vidéo si vous avez trouvé l'histoire de persévérance de Zoé et Titan inspirante face à la corruption. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires puissantes qui exposent des problèmes systémiques tout en célébrant ceux qui sont assez courageux pour s'y opposer. Partagez cette vidéo avec toute personne qui pourrait avoir besoin d'un rappel que, parfois, même contre toute attente, la vérité peut prévaloir contre un pouvoir profondément enraciné. Merci de me rejoindre dans ce voyage à travers l'obscurité et la lumière. Et n'oubliez pas, la première étape vers la justice est de veiller à ce que des histoires comme celle-ci ne soient jamais oubliées. Cette histoire révèle comment le racisme systémique peut s'infiltrer dans les systèmes judiciaires lorsque le pouvoir incontrôlé se concentre parmi ceux qui ont des programmes préjudiciables. L'expérience de Zoé démontre comment des institutions apparemment neutres peuvent devenir des armes contre ceux qui remettent en question des intérêts bien ancrés, en particulier lorsque la race croise des motivations économiques. La conspiration a réussi initialement parce qu'elle a exploité les préjugés existants, créant un déni plausible tout en démantelant systématiquement l'opposition. L'extraordinaire loyauté de Titan nous rappelle que la justice exige souvent des alliés qui persistent malgré des obstacles insurmontables. Ces actions symbolisent la manière dont des barrières apparemment impossibles peuvent être surmontées grâce à la détermination, à l'intelligence et à des approches non conventionnelles lorsque les voies traditionnelles sont corrompues. L'histoire met également en évidence la manière dont les lanceurs d'alerte et les défenseurs de la communauté deviennent des cibles précisément en raison de leur efficacité. Ceux qui disent la vérité au pouvoir s'exposent non seulement à des représailles professionnelles, mais aussi souvent à une destruction systématique de leur crédibilité, de leur liberté et parfois de leur vie. Plus important encore, Shadow of Justice enseigne qu'une responsabilité significative exige une transparence au-delà de l'autorégulation institutionnelle. Les systèmes judiciaires restent vulnérables à la corruption lorsque la surveillance se concentre au sein d'institutions connectées. La vigilance externe, la visibilité publique et les enquêtes indépendantes constituent des garanties essentielles. La leçon ultime est que la justice n'est pas garantie par les seules institutions, mais par un engagement communautaire continu, des individus courageux prêts à tout risquer pour la vérité, et des réformes systémiques s'attaquant aux vulnérabilités structurelles avant qu'elles ne se manifestent sous forme d'injustice individuelle. De quelles injustices systémiques avez-vous été témoin dans votre propre communauté? Et vous êtes-vous senti capable de vous exprimer? Avez-vous déjà été qualifié de difficile ou de problématique lorsque vous avez défié l'autorité, tout comme Zoé l'a été pour avoir remis en question des intérêts puissants? J'aimerais entendre vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Partagez un moment où vous avez lutté contre l'injustice, même lorsque ce n'était pas facile. Si cette histoire de corruption, de courage et de héros inattendus vous a touché, cliquez sur le bouton « J'aime » pour aider plus de personnes à la découvrir. Le racisme et l'injustice prospèrent en silence. Alors, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de récits qui exposent des vérités inconfortables tout en célébrant ceux qui sont assez courageux pour s'y opposer.
Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'inspiration pour continuer à mener ses propres combats contre la discrimination. Merci de vous joindre à ce voyage à travers l'obscurité et la lumière. Ensemble, nous pouvons créer des communautés où la vérité prévaut sur le pouvoir et où la justice s'étend à tous, quelle que soit leur couleur ou leur origine.